Europe, but you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. Qui nous fait l'immense honneur de venir aujourd'hui ici. Qui a participé au concours d'éloquence il y a très peu de temps. Et je lui laisse la parole. Merci. Je suis assez ému parce que en l'an 2000, j'étais étudiant en deuxième année dans cette faculté de droit. Et à l'époque, nous avons posé les fondations de ce qui était et qui demeure aujourd'hui le premier concours d'éloquence de la faculté de droit. Je vois que ce petit d'alors est devenu grand, puisque en cherchant à temps perdu sur un célèbre moteur de recherche, j'ai vu que Démosthène, qui avait été lancé à l'époque par mes petits camarades et moi-même, existait toujours. Et si je suis très ému et heureux de voir que ce concours subsiste, c'est pour une raison qui est toujours dans mes convictions et qui l'était aussi dans celle de mes camarades et moi à l'époque, c'est que la parole persuasive était, est et demeurera toujours le moyen de faire triompher ses idées, ses convictions et ses causes. Et que ce moyen, qui est le propre de l'homme, la parole est le propre de l'homme, a la grande noblesse, je dirais, d'être accessible à chacun. Chacun a la possibilité, et les concours d'éloquence en sont une occasion, d'apprendre à bien dire pour convaincre. Alors qu'est-ce que c'est que la parole persuasive? Je partage tout à fait ce qui a été dit par les deux orateurs de tout à l'heure, et je voudrais simplement, à titre de complément, vous donner une définition humble, qui est celle d'un encore jeune praticien du barreau. Au fond, la parole persuasive, c'est un corps, c'est une voix, et ce sont des arguments. C'est un corps parce que l'orateur, c'est cette personne que vous voyez avant de l'entendre. Un homme politique essaye de vous convaincre à travers les ondes, vous le voyez avant de l'entendre. Un professeur de lycée, d'université, s'installe à son bureau, à sa chaire, pour vous parler, vous le voyez avant de l'entendre. Un avocat se lève pour prendre la parole et défendre son client, vous le voyez avant de l'entendre. Vous vous demandez s'il a ce que vous appelez peut-être familièrement une dégaine, et ce qui est en réalité une apparence générale, et il se forme dans votre esprit, alors même que vous ne vous en rendez pas compte, une première impression. Et cette première impression, il ne faut pas la négliger, parce que comme le dit un adage qui n'est pas un adage juridique, mais que j'aime bien, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. Cette première impression, vous la faites simplement par la manière dont vous vous posez dans l'espace. Est-ce que vous avez les mains nerveusement dans vos poches ou dans votre dos? Est-ce que vous avez fait des choix chromatiques discutables en choisissant votre cravate le matin? Est-ce que vous regardez les personnes à qui vous parlez de manière raisonnablement confiante, ou est-ce que vous regardez par terre de manière un peu nerveuse ou en l'air de manière hautaine? Vous voyez qu'il y a dans toutes ces choses-là des éléments purement corporels de l'éloquence. La parole persuasive, c'est un corps donc, et c'est bien sûr aussi une voix. C'est une voix, quelle qu'elle soit. Et là encore, je rejoins tout à fait ce que disait Lucas Manivelle tout à l'heure. Quelle qu'elle soit, et l'expérience du barreau, l'expérience des tribunaux, montre que quelles que soient les ressources dont la nature vous est dotée, vous avez peut-être, chacun d'entre vous, en utilisant une voix qui vous est personnelle, la capacité de vous faire entendre. Parce qu'au fond, l'éloquence, c'est une voix qui vous prend. Bien sûr, ça peut être, vous en avez eu deux beaux exemples tout à l'heure, une voix forte, marquée, saccadée, parfois, quand le rythme de l'argumentation le requiert. C'est une voix qui va frapper les phrases comme autant de formules qui vont rester dans vos esprits, qui vont peut-être vous faire rire. Mais ça peut être aussi une voix intime. Une voix
qui peut être le siège de l'émotion, qui peut être le siège de l'incertitude, qui est peut-être la vôtre au moment où vous parlez. Parce que de l'orateur débutant au très très grand avocat, il y a cette inquiétude saine de ne pas être entièrement sûr de si l'on va convaincre ou pas. Donc c'est un corps, c'est une voix, et puis bien sûr ce sont des arguments. C'est la manière la plus habituelle de décrire l'éloquence. L'éloquence, c'est la manière dont on articule sa pensée, mais vous voyez, c'est en tout cas le petit élément d'expérience que je voudrais vous apporter. Vous voyez qu'avant d'arriver au contenu même de ce qui est dit, il y a dans le corps et dans la voix des choses qui sont destinées à porter la parole de celui qui s'exprime, quel qu'il soit, quelle que soit la cause qu'il ait à défendre. Et en tant qu'avocat, moi je pratique le droit social, je peux dire que l'éloquence a ceci de merveilleux qu'elle peut être accessible à chacun dès lors qu'il le cultive à sa manière, quelles que soient les différences que peuvent faire les occasions, les circonstances ou les conditions de fortune. J'ai vu des délégués syndicaux issus de milieux extrêmement modestes qui étaient des orateurs étincelants parce qu'avec une parole qui leur était propre, ils savaient se saisir des ressources du langage et triompher par la parole. Donc voilà, si je pouvais vous donner un conseil, simplement, et ce conseil à nouveau peut vous servir quoi que ce soit que vous vouliez faire dans la vie. Parce qu'à tout moment, on est amené à dire ce qu'on pense, à faire avancer des idées. La parole est là, vous l'avez, il ne vous reste qu'à vous en saisir. Et ce concours en est une occasion. Alors, bravo à ceux qui participent, merci d'être là, et puis surtout, longue vie à Démosthène.